Nous allons recevoir notre premier invité sur le plateau, qui n'est autre que M. Bienvenu Begré-Tano. En plus, il est le bienvenu sur ce plateau, ingénieur des techniques agricoles. Avec lui, nous allons parler des atouts et opportunités du secteur agricole, c'est-à-dire les axes, la production, la transformation, la commercialisation. Après ce jingle. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue à nouveau. C'est pas votre nom, c'est juste les civilités. Alors, on parle aujourd'hui aussi, mais d'entrée, c'était les civilités. Bienvenue au carré. Bienvenue à bienvenue. Le mathématicien. Alors, le sujet a été lancé. On parle des atouts et des opportunités du secteur agricole. On sait bien l'importance de l'agriculture de notre pays. On va essayer de décortiquer, en tout cas, ce sujet pour donner un peu plus d'intérêt à des personnes qui voudraient se lancer. La production, donc, qu'est-ce qu'on a sur le terrain d'abord? Au niveau de la production, ce qu'il faut retenir, nous avons 4 axes. Il y a l'élevage, qui est un axe de production. Nous avons l'agriculture, les plantes, qui est aussi un axe de production. Nous avons la gestion, par exemple, des ressources naturelles, qui constitue un axe. Et le 4e axe, c'est, je peux dire, la production d'énergie renouvelable, de biogaz. C'est quelques axes que nous pouvons citer au niveau de la production. Ok, ça c'est dit, ça c'est concernant la production. On va prendre étape par étape. Est-ce qu'aujourd'hui dans la production, là, dans la production dans notre pays, l'élevage, on est à quel niveau? Est-ce qu'on peut se faire une petite fibroscopie de l'élevage? Comment ça se passe? Comment c'est encadré? Qu'est-ce qu'il faudrait rapidement? L'élevage en Côte d'Ivoire a quand même connu un essor assez remarquable. Cet essor a été encouragé par les politiques mises en place par l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque je prends une filière comme l'agriculture, aujourd'hui, à tout bout de champ, on trouve des poulets à consommation, ce qui fait que tous les jeunes se lancent dans cette production. Mais en dehors de cet élevage qui a connu un essor assez remarquable, ce qui est important de reconnaître, c'est que de façon traditionnelle, l'Ivoirien n'est pas un producteur, un éleveur. L'élevage en Côte d'Ivoire, dans le passé, était beaucoup concentré dans le nord, qui ont une tradition d'éleveurs. Aujourd'hui, avec la modernisation des choses, au sud de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, l'élevage de la volaille, par exemple, commence à beaucoup être intéressé par la population. Donc, au niveau de l'élevage, nous pouvons dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un pays phare de la sous-région en termes de niveau de production, surtout au niveau de la volaille. Problème dans l'élevage, pour qu'on finisse avec ce pan-là et puis passer à la plante, après les ressources naturelles. Les problèmes au niveau de l'élevage sont énormes. La disponibilité, par exemple, des intrants à des périodes précises de l'année. Je prends par exemple le cas des poulets. Lorsque nous sommes en saison de pluie, il est difficile d'avoir le maïs, qui constitue la majeure des matières premières dans la composition de l'aliment. Cela s'explique par le fait que dans les zones de production, cette période n'est pas propice au séchage du maïs qui se fait de façon naturelle. Donc le prix du maïs va grimper sur le marché. Et lorsque nous parlons des saisons de pluie, nous parlons de juillet à septembre. Cette période sur le marché, le maïs est assez cher. Donc ça constitue une contrainte dans la production. Dans les périodes de grandes fêtes, par exemple, lorsque nous approchons le mois d'octobre, où les éleveurs ont tendance à faire les achats des poussins pour préparer la fête de fin d'année, les poussins manquent. Parce que la quantité de production des accouverts dans le pays ne nous permet pas d'assurer pendant toute une année la disponibilité des poussins qui constituent en quelque sorte la matière première pour l'éleveur. Ça, c'est des contraintes. La troisième contrainte qui se pose, c'est au niveau, par exemple, de la commercialisation, où le prix de production du poussin, du poulet, est croissant, mais le prix de reprise du poulet reste stable depuis quelques années. C'est une contrainte dans la mesure où, à des périodes données, lorsque nous voulons faire une analyse cohérente, nous nous rendons compte que chaque année, il y a des éleveurs qui disparaissent. Parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la concurrence, ils n'arrivent pas à suivre les techniques qui sont employées par les revendeurs pour s'acquérir les poulets. Donc ça, c'est un gros problème. À notre niveau, voilà les 3 grands axes en termes de difficultés que nous avons pu répertorier
en tant qu'agent de terrain. Okay. Et pour le secteur de l'élevage, pour le secteur des plantes notamment, on sait qu'on est champion dans plusieurs disciplines, mais c'est sûr qu'il y a des difficultés et quelque chose aussi à faire. Oui, il y a des difficultés. Oui, mais l'inventaire et puis les difficultés, ça, au niveau tout le monde sait. des productions, par exemple, la Côte d'Ivoire, ça fait 4 décennies que nous sommes premiers producteurs de cacao. Oui, nous sommes au 3e mondial au niveau du café. Au niveau de palmier à huile, nous sommes 3e au niveau africain et 7e au niveau mondial. Au niveau de l'anacarde, nous sommes premiers. Donc ça, c'est des atouts, c'est des acquis que la Côte d'Ivoire a pu avoir depuis un certain nombre d'années. Un inventaire radieux. Maintenant, la problématique qui se pose, ces acquis, les producteurs ne bénéficient pas réellement de ces acquis. Pourquoi? C'est des produits d'exportation. Les produits d'exportation, ce n'est pas l'État qui est le garant. C'est sujet à des fluctuations au niveau du coût mondial. La preuve, vous voyez que l'État même subit des péripéties au niveau du budget lorsqu'il y a une fluctuation au niveau de ses prix. Hier, au Conseil des ministres, on a fixé le prix à 375 pour l'anacarde. Pour l'anacarde. Par contre, il y a eu des années où c'est 500 francs. Donc, cette fluctuation ne permet pas aux paysans qui, très souvent, ne sont pas lettrés, à pouvoir faire une bonne gestion financière des retombées de leur production. Donc, problème au niveau de fluctuation des prix. Des prix, ça c'est un problème. Élaboré et énuméré. Le deuxième problème qui se pose au niveau de la filière, par exemple, des productions végétales, le personnel qui travaille dans ces plantations est vieillissant. Nos parents continuent de garder des techniques de production rudimentaires, ce qui ne permet pas d'améliorer le rendement de ces plantations. C'est une difficulté. La troisième difficulté, c'est au niveau, par exemple, du transport de ces produits des zones de production vers les zones de consommation qui constituent des difficultés. Au niveau des productions végétales. Donc ça, c'est concernant les productions végétales. Surtout les cultures de rente. Alors, les ressources naturelles maintenant. Il me reste 8 minutes. Les ressources naturelles, lorsque nous regardons par exemple la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire dispose de 42% de cette terre, de sa superficie, qui est accessible à l'agriculture. En d'autres termes, nous avons 180 à 200 000 hectares de forêts qui sont irrigables. Mais lorsque nous parlons de gestion des ressources naturelles, nous faisons allusion à l'eau, nous faisons allusion à la faune, nous faisons allusion à la flore. Mais lorsque vous regardez la carte de la déforestation de la Côte d'Ivoire, elle est alarmante. Lorsque nous constatons que la production de culture l'agriculture conventionnelle est une agriculture qui fait une destruction de forêt. Or, créer une plantation d'EVA, créer une plantation de cacao, créer une plantation d'anacarde, c'est des cultures qui consomment la terre. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en place pour encourager au niveau de la cacaoculture à la préservation, par exemple, de certaines essences dans la mise en valeur de ces plantations. L'utilisation, par exemple, des pesticides constitue un enfreint dans la gestion des ressources naturelles. Parce que les pesticides utilisés de façon très caduque, où les poux sont jetés dans les rivières, constituent un moyen qui permet de polluer l'eau qui est utilisée à certains niveaux par certains paysans. Donc, en termes de gestion de ressources naturelles, il y a ce problème-là qui se pose. On a aussi les énergies renouvelables. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'innovations. Et voilà, effectivement, la production du biogaz, qui est une innovation qui, en mettant, constitue un pan dans lequel les jeunes peuvent profiter pour pouvoir s'installer. L'économie verte est aussi un pan de notre agriculture que nous pouvons quand même essayer de développer pour permettre à nos jeunes d'avoir du travail dans ce sens-là. Et dans ce secteur-là, qu'est-ce qui est fait exactement et puis qu'est-ce qui pourrait être suscité encore? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Qu'est-ce qui est fait actuellement sur le terrain? Oui, il y a de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui est fait? Et puis, est-ce qu'il y a de l'espoir pour vraiment être toujours respectueux de l'environnement dans notre pays? Il y a de l'espoir, mais le gros problème que nous avons dans nos pays, c'est le problème d'éducation. C'est-à-dire sensibilisation. Lorsque nous parlons, par exemple, d'énergie renouvelable, il faudrait que nous comprenions d'abord la gestion de l'énergie pose problème. Dans nos maisons, nous avons une mauvaise gestion de l'énergie, mais aussi, c'est une approche qui est nouvelle. Aujourd'hui, c'est une approche qui doit être enseignée dans les écoles de formation pour qu'il y ait beaucoup de techniciens qui entrent dans ces filières pour maîtriser comment la production du biogaz peut se faire, la production, par exemple, du compost, qui sont des techniques naturelles de production qui, en réalité, ont été abandonnées en faveur de l'agriculture conventionnelle. Mais regardez bien, M. Masselin, tout ce que Dieu a créé, que l'homme abandonne pour créer des choses, l'homme obéit de revenir à ce que Dieu a créé. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture bio. Au départ, c'était des pratiques qui étaient beaucoup utilisées. Nous avons laissé
aller à l'agriculture conventionnelle. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir à cela parce que nous nous sommes rendus compte que notre technologie constitue pour nous un frein à notre développement, à notre santé. Un élément très important qui me tient à cœur, après tout ça, c'est la transformation. La prochaine fois, on va parler de la commercialisation, qui est un pan énorme. Un mot sur la transformation. Est-ce que dans notre pays, c'est une utopie ou bien on veut vraiment la transformation? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui veulent la transformation, notamment les paysans. Et puis bon, à un autre niveau, on a l'impression que la transformation fait peur à certains ou ça gêne. Oui, je prends l'exemple du cacao. Si tout le cacao est transformé en Côte d'Ivoire, à l'exportation, l'État fait des prélèvements. Est-ce que l'État aura ce gain? C'est une question que je me pose. Nous faisons par exemple 10 000 tonnes de cacao. À l'exportation, il y a des taxes qui sont prélevées à l'exportation. Lorsque nous nous concentrons à pouvoir faire la transformation de tous nos cacao en Côte d'Ivoire, ces taxes-là seront perdues. Mais cela peut être récupéré ailleurs via l'exportation aussi du produit fini qui a une valeur encore plus ajoutée. Dans la transformation, par exemple, nous voulons que, surtout les cultures de consommation, les cultures vivrières maraîchères, si on a une politique de transformation cohérente, ça va aider le paysan. Ça tombe bien. Là, vous m'interpellez, là. Politique de transformation cohérente. De vous à nous, langue de bois mise à part. Est-ce que tout le monde veut la transformation en Côte d'Ivoire? À notre niveau, nous pensons que non. Voilà, merci, c'est ce qu'on voulait. C'est ce que moi je voulais. Et un non sec comme ça, pourquoi? Vous, en tant que membre actif donc, de la filière, qu'est-ce qu'il faut pour que... Est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer pour pousser les décideurs à vouloir vraiment la transformation? Non, nous discutons. Notre présence sur le plateau constitue en même temps un message. Mais sûrement que des arguments sont énoncés de part et d'autre. Le programme national d'investissement agricole, le PNIA, 2017-2025, dans lequel les programmations ont été vraiment bien élaborées. C'est un document qui constitue, je peux dire, l'indicateur de développement de notre agriculture jusqu'à l'horizon 2025. Le plan de la transformation est énoncé clairement. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas rester au niveau de l'élaboration des documents. Depuis 1960, nous sommes en 2019, on ne fait que parler de la transformation. Il y a eu des syndicats, même avant même notre indépendance, qui en ont parlé, même de la transformation à cette époque déjà. Qu'est-ce qui gêne aujourd'hui? C'est quoi le souci? Le gros problème, le coût des machines, par exemple. Si, en dehors des politiques, nous privés, nous voulons nous lancer dans la transformation, il y a un coût à payer. L'installation des machines. Et très souvent, lorsque la transformation se fait loin de la zone de production, c'est un coût. Si nous prenons la zone de Bondoukou, qui est une grande zone de production de l'igname, si nous venons installer une machine de transformation de l'igname à Abidjan, le coût du transport, tout ça sont des éléments qui vont impacter la transformation. Donc aujourd'hui, à notre niveau, nous pensons que c'est nous les producteurs, nous les intervenants dans la chaîne de valeur agricole qui devons comprendre la nécessité de se lancer dans la transformation sans toutefois attendre que l'État prenne des décisions dans ce sens-là. Merci M. Begré-Tano. Merci, vous étiez là pour nous parler bien sûr d'un thème concernant l'agriculture, les atouts et les opportunités du secteur.